Sandwich, musique, bain de foule et débat politique, la fête de l'Humanité, c'est un grand rassemblement annuel aux portes de Paris, organisé par l'Humanité, le journal communiste, une fête populaire vieille de 80 ans et un rendez-vous politique majeur. Allons-y ensemble, construisons ensemble, allons-y ensemble, front de gauche pour faire avec l'espoir. C'est un mélange de convivialité, de fête, de culture et de politique. Je trouve une belle image de la politique, quoi. C'est un peu plus enthousiasmant. Si le Parti communiste n'est pas officiellement organisateur, c'est à s'y méprendre. Chaque fédération locale tient son stand. La fête de l'UMA, c'est la meilleure vitrine de l'année pour le PC et l'affaire la plus lucrative. Livres, t-shirts et de quoi nourrir les plus de 600 000 visiteurs venus cette année. Des promeneurs a priori assez politisés pour tenter d'en faire de nouveaux militants avec plus ou moins de succès. Ici, on a les bulletins d'adhésion. Il y a des gens qui viennent adhérer. Ils viennent se renseigner, mais pas forcément adhérer. Les copains de Joinville-le-Pont devraient reprendre contact avec toi. Ok. Tu prendras ta place dans le parti. Il y a quand même des nécessités, non? Non? Je sais pas. C'est important de s'engager. Hein? Ça marche pas à tous les coups. Ah bah non. De toute façon, c'est pas un concours. C'est un débat sur les consciences. Est-ce qu'on a pris conscience qu'on pouvait jouer un rôle utile pour changer cette société et la transformer? C'est ça, rejoindre le Parti communiste français. Mais la fête de l'UMA, ce n'est pas seulement l'événement de l'année pour le PC. Pour tous les chefs de partis de gauche, c'est le lieu où il faut venir se montrer et discuter projets dans des cadres officiels ou au débeauté, au détour d'une allée. Je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais si on avait été ensemble... Arlette au fond de gauche, Arlette. C'est juste pour parrainer, si vous la faites, le temps qu'elle parraine, c'est pour demander pas de. Vous savez, la fête, c'est comme un bain. Il faut se plonger dedans, il faut humer, il faut parler, il faut voir. Des fois, c'est dans un regard qu'on sait où on en est. Il y avait des années où on était un peu bizarre, nous, ici. Donc on nous regarde bien. Qu'est-ce qu'ils font là? Puis maintenant, il y a des copinages, quoi. Autre invité d'honneur cette année, Martine Aubry. Le débat sur les alliances pour les régionales au cœur de l'actualité, c'est bousculade, grand sourire et grande promesse. Je viens répondre à Marie-Georges qui a appelé à un grand rassemblement de la gauche pour lui dire que nous y sommes prêts. Et aux côtés des habitués, il y a aussi les promus. Cette année, Cécile Duflot, star montante des Verts, entrée dans la cour des grands après le score historique d'Europe Écologie aux Européennes. Nous, on est favorable à une fiscalité écologique. On considère que ce qu'a annoncé le gouvernement, ça ne peut pas marcher. C'est le contraire de ce qu'il faut faire. Mais on est pour un changement de la fiscalité. Sur la possibilité surtout de construire un projet alternatif à celui qui est porté par Nicolas Sarkozy et qui est porté par la droite, je pense qu'il faut mésestimer personne et qu'il faut compter sur tout le monde. Une large ouverture à gauche et qui s'arrête net aux portes du gouvernement. Le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand a été prié de rejoindre la sortie prestement. Bonsoir à tous. 3 rendez-vous à suivre sur Public Sénat le 18h, bien sûr, dans quelques secondes, avec un dossier sur les banques en accusation. 60 millions de consommateurs dénoncent des pratiques scandaleuses en matière de découvert. Alex Türk, le président de la Commission informatique et liberté, sera par ailleurs notre invité. À 18h30, leader, l'invité de Gérard Bonos sera Serge Papin, le président de Système U. Et à 19h, face à nous, avec Manuel Valls, député maire socialiste d'Evry et Quadra du PS, qui affiche son ambition. Tout de suite, le 18h. Le 18h, toute l'actualité politique de ce mercredi 21 octobre. Voici les titres. Le retour des vols groupés pour expulser des réfugiés afghans. Leur dignité et leur sécurité sont assurées, affirme le ministre Éric Besson, quand Martine Aubry dénonce pour sa part les charters de la honte.
La bataille de la Poste avant le débat en séance publique qui s'annonce très animé au début du mois prochain. Un amendement UMP contesté par le gouvernement vole au secours des petits bureaux ruraux. La parole à la défense au procès Clearstream. Les avocats de Dominique de Villepin attaquent les bénéficiaires collatéraux de l'affaire, dont Nicolas Sarkozy, qui a aussi péché par abstention, selon maître Olivier Metzner. Vol de nuit pour Kaboul, 27 Afghans expulsés de France pour 3 d'entre eux et de Grande-Bretagne pour les autres sont arrivés dans leur pays à la mi-journée. Le projet de vol groupé de migrants afghans, lancé après le démantèlement de la jungle de Calais, est entré en application. Le ministre de l'Immigration, Éric Besson, en annonce d'autres, s'attirant les foudres de la gauche pour qui ce n'est pas digne de faire cela, selon les mots de la première secrétaire du Parti socialiste. Derrière ce vol-retour très médiatisé, que le gouvernement veut symbolique, quelle est la réalité du droit d'asile? Éric Besson estime que la France est en pointe. L'enquête de Marie Brémaud. La France est l'un des pays les plus généreux, pour ne pas dire le plus généreux, en matière de droit d'asile. La France n'est pas si généreuse que veut bien le laisser entendre le ministre de l'Immigration en matière d'accueil de réfugiés politiques, par exemple, et comparé à d'autres pays de l'Union européenne. La France est à un mauvais rang. Elle reçoit beaucoup de demandes et elle en accepte peu. Elle en accepte à peu près 23%. Disons, la plupart des pays européens, sauf les pays du Sud, accepte dans les 40%, la Suède accepte près de 50%. Concernant les réfugiés au sens global du terme, c'est-à-dire les demandeurs du droit d'asile, mais pas seulement, la France ne figure pas en tête des pays les plus accueillants. Ce sont les pays voisins des pays où se déroulent ou les massacres ou les perturbations politiques. Au Congo, au Brazzaville, ils ont fui dans les pays voisins, en RDC notamment, en Afghanistan, ils fuient dans les pays voisins. Et finalement, les réfugiés que nous voyons en Europe, aux États-Unis ou au Canada, ce sont peut-être ceux qui sont le plus argentés, ceux qui ont pu fuir. C'est donc une très faible proportion. 183 000 réfugiés au total en France contre 1 500 000 en Syrie ou 930 000 en Iran par exemple. Selon le classement établi en 2007 par le Haut Commissariat aux réfugiés, la France se place au 33e rang mondial en termes d'accueil des réfugiés. Et la réaction est très vive du côté de l'opposition, je vous le disais. Manuel Valls sera notre invité à 19h dans Face à nous. Le porte-parole du gouvernement écarte le référendum réclamé hier par le Parti socialiste sur la réforme territoriale. Maintenant, c'est au Parlement de jouer son rôle, estime Luc Châtel. Alors que la gauche a prévenu qu'elle présentera un front commun contre la réforme de la Poste avec un appel à un référendum, la Commission des affaires économiques du Sénat a adopté aujourd'hui le changement de statut, mais quelques divergences sont apparues entre la majorité et le gouvernement, notamment sur la façon de permettre à la Poste de maintenir sa présence à la campagne. Thomas Raguet. La présence postale en France, c'est 17 000 points de contact répartis sur l'ensemble du territoire, pour un coût estimé à 250 millions d'euros. Jusqu'ici, 137 millions, soit un peu plus de la moitié, étaient pris en charge par l'État, la Poste bénéficiant d'une exonération partielle de taxes professionnelles. Mais dans l'optique de l'ouverture à la concurrence en 2011, le rapporteur du projet de loi a souhaité une exonération totale, le coût 70 millions d'euros pour l'État. Nos concitoyens ne comprendraient pas, au moment où on parle de milliards d'euros, dans tous les sens, y compris les sommes importantes qu'il faudra pour assurer la compensation des retraites, que pour 70 millions d'euros, on n'assure pas correctement le financement du fonds de péréquation pour la couverture du territoire. La Commission a donc voté l'amendement contre l'avis du gouvernement. Christian Estrosi estimant que la Poste va bénéficier d'un surplus avec la réforme de la taxe professionnelle. On est déjà sur les calculs qui sont les nôtres à 18 millions d'euros de plus, 137 plus 18, ce qui fait 155. Donc on est sur un texte et sur des propositions du gouvernement qui garantissent un effort beaucoup plus important pour permettre à la Poste de pérenniser ses missions de service public. Seulement voilà, 18 millions d'euros, c'est bien loin des 70 millions nécessaires. Pour le gouvernement, il s'agit surtout d'éviter de subir un sérieux manque à gagner. Nul doute qu'il ne manquera pas d'essayer de modifier ce point lors de l'examen du texte dans l'hémicycle début novembre.
Prise de distance de Gérard Longuet après les critiques visant la presse, accusée par les porte-paroles de l'UMP de vouloir détruire Nicolas Sarkozy. Critique d'ailleurs relancée hier par le chef de l'État lui-même qui s'en est pris aux commentateurs. Pour le président du groupe UMP au Sénat qui s'exprimait devant un parterre de journalistes parlementaires, il n'y a pas de complot, pas de haine, la presse c'est neutre, a-t-il dit. Autour des avocats de Dominique de Villepin, dont le ténor du barreau Olivier Metzner, de monter au créneau pour défendre leurs clients, la défense de l'ancien Premier ministre a brocardé la schizophrénie des accusations le visant, construite selon elle à partir du tri sélectif entre mensonges et vérité des autres prévenus. Le procès où aucune preuve formelle n'a été produite a prolongé le roman à intrigue que constitue l'affaire, selon le mot du procureur Jean-Claude Marin, Sandra Cerquera. Après 5 semaines de procès, aucune révélation, aucun aveu et le sentiment pour ceux qui l'ont vécu au quotidien d'avoir assisté à un bal des menteurs où chaque protagoniste n'a cessé de jouer son rôle. C'est ce que disait hier le procureur, un des deux procureurs. Il avait une expression très amusante sur Imad Laoud. Il disait Imad Laoud est condamné à faire rire et quand bien même dirait-il pour une fois la vérité qu'on rirait encore. C'est-à-dire que maintenant on est tellement dans un système où on voit des machinations partout, du billard à 8 bandes en permanence, que même si quelqu'un nous disait avec certitude voilà ce qui s'est passé, on dirait oui bon c'est plausible mais on n'en aura pas, on pourra jamais en être sûr. On est un tribunal correctionnel, il faut quand même qu'il fasse un peu du droit. C'est ce que beaucoup reprochent à ce procès. Il ne reste que des petites phrases des 42 tomes de l'instruction. Après 5 semaines, aucune certitude, ce qui arrange tout le monde dans une telle affaire politique, avouent certains chroniqueurs judiciaires. Beaucoup de gens ont su, ou au moins ont su une parcelle de la vérité. Que cette manipulation, que cette calomnie n'est pas restée si secrète que cela. Qu'au fil du temps, tout au courant de l'année 2004, les services de renseignement ont su. La DGSE savait qui était M. Imad Laoud. Cet après-midi, lors de sa plaidoirie, l'avocat de Dominique de Villepin a dénoncé une complicité par abstention de bénéficiaires collatéraux qui se trouvaient à l'Élysée. Pour le socialiste Jean-Marc Ayrault, le procès Clearstream montre un président de la République et un ancien Premier ministre qui veulent se tuer l'un l'autre. La suite du 18h de Public Sénat, il sera question de fichiers, mais certainement pas ceux de l'affaire Clearstream. 3 questions à Alex Türk, le président de la CNIL. Alex Türk, bonsoir. Bonsoir. Première question, je ne sais pas si vous êtes saisi régulièrement sur la question des fichiers des banques, car ils en produisent énormément, ils savent beaucoup de choses de nous et il sera question des banques justement dans le courant de cette émission. Absolument, oui, nous les contrôlons régulièrement, notamment le fichier des incidents de paiement. Et on a souvent des problèmes à régler, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'ils savent tout de nous? Ils ont leur propre fichier sur notre profil bancaire, bien évidemment, mais ils recueillent beaucoup de choses. Bien sûr, ça permet de tracer un profil bancaire. On suit ça de très près parce qu'il y a parfois des hypothèses où une personne ne peut plus accéder à un crédit immobilier parce qu'elle est dans un fichier de manière non justifiée. C'est notre rôle que de la faire sortir du fichier. Est-ce qu'il est possible, quand on est un client d'une banque, ce qui est notre cas à tous, d'avoir accès à son fichier, à sa fiche? Vous pouvez demander, et c'est notre rôle que d'intervenir dans ce cas-là, bien sûr. Alors, deuxième question, Alex Türk, autre polémique de ces derniers jours, bien sûr, les nouveaux fichiers de police qui succèdent à Edwige. On ne parle pas d'ailleurs de fichiers, mais de bases de données. Les orientations sexuelles ont disparu de ces fichiers, les opinions également, mais pas en cas d'engagement syndical ou politique. L'origine géographique est mentionnée, là il y a également une polémique. Est-ce que vous voyez des choses à redire? Écoutez, très sincèrement, ça n'est pas coutumier, mais je trouve qu'il y a eu un effort considérable qui a été fait. Et c'est de l'opinion de l'ensemble de la CNIL. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a plus d'interconnexion possible. On a bien dissocié les enquêtes administratives des hypothèses d'atteinte à la sécurité publique. On a également enlevé tout ce qui touche à la vie sexuelle, à la santé, etc., etc. Mais surtout, il y a un point que personne ne relève, qui est pourtant l'essentiel, c'est que nous avons obtenu la traçabilité. C'est-à-dire qu'il sera possible pour la CNIL de faire ses contrôles, comme elle le fait dans d'autres fichiers, chose qu'elle avait des difficultés à faire. Parce qu'il y aura traçabilité. C'est-à-dire qu'on pourra voir qui a accédé au fichier, pour quelles raisons. Et s'agissant de l'origine géographique, je voudrais préciser une chose. C'est nous-mêmes qui avons travaillé avec le ministère pour proposer cette formule. À l'origine, on parlait des origines ethniques ou raciales, inacceptables, parce que ça fait référence à un critère qui n'est pas possible au titre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est pas Tartuffe, là? On parle d'origine géographique pour ne pas dire ethnique. Mais non, pas du tout. Parce que la grande différence avec avant, c'est comme nous allons pouvoir contrôler par la traçabilité.
Vous me poserez la question dans un an et je viendrai vous dire, on a vérifié, est-ce qu'ils l'utilisent bien dans ce cadre-là ou est-ce qu'il y a une dérive vers l'ethno-racial? S'il y a une dérive, nous le dirons. S'il n'y a pas de dérive, nous le dirons aussi. Autrement dit, ce qui me paraît essentiel et qui échappe à tout le monde, c'est que nous avons désormais l'instrument juridique pour faire un contrôle efficace sur le système, ce qui n'était pas le cas sous le régime de 91. Vous avez l'instrument juridique, dites-vous, Alex Türk. Qu'est-ce que vous aurez les moyens? Parce que vous vous êtes plaint régulièrement de votre manque de moyens. Oui, mais je dois avouer qu'à force de me plaindre, les choses s'améliorent. Écoutez, quand je suis arrivé à la présidence de l'Actil, on était 75, on est presque 150, et on sera dans 2 ans aux environs de 200. Bon, les choses s'améliorent. Il faut dire que la croissance des fichiers est exponentielle. Oui, mais... Votre travail aussi. Bien sûr, mais ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hypothèses aujourd'hui où une institution comme la nôtre a pu doubler de budget en 4 ou 5 ans. Encore un mot sur ces bases de données qui ont été donc annoncées par décret par le ministre de l'Intérieur. Les délinquants potentiels de plus de 13 ans, donc les mineurs de plus de 13 ans, figureront dans ces fichiers. Est-ce que là, ça vous fait tiquer? C'est un point qu'on avait relevé. Nous, on trouvait que ça devait être fait vraiment à titre absolument exceptionnel, parce que c'était quelque chose qui posait difficulté. Ceci étant, là encore, on a obtenu quelque chose de très important, c'est que désormais, ils ne peuvent rester que 3 ans après le dernier accomplissement d'un fait, alors qu'à l'origine, il y avait un système glissant extrêmement problématique. Donc, sur ce point aussi, je considère que véritablement, on a encadré. N'oubliez jamais une chose. En fait, il fallait sortir ces décrets parce que nous étions dans un système le plus flou possible. Il n'y avait pas d'encadrement juridique. Maintenant, il y en a un. Il n'est peut-être pas parfait, mais honnêtement, je le dis en conscience, par rapport à ce que nous connaissions dans Edwige 1, la différence est absolument colossale. Vous nous dites que les valeurs républicaines seront forcément respectées par la police? Parce que l'ACTIL pourra faire son travail de contrôle grâce à la traçabilité. Alors, Alex Türk, dernière question. Vous avez été auditionné aujourd'hui par le Sénat sur les données bancaires. On y revient. Que réclament les États-Unis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Est-ce que c'est un cran supplémentaire qui est franchi par le Big Brother américain? C'est-à-dire que nous voulons, nous, effectivement, que si il est logique d'accéder aux informations bancaires pour des raisons qui touchent à la lutte contre le terrorisme, ça doit se faire dans un encadrement juridique qui permette de protéger les droits et libertés individuelles des Européens. C'est tout l'enjeu de cette affaire, et je suis très heureux de constater que le Premier ministre qui m'a reçu à ce sujet-là une quinzaine de jours a fait bouger les choses dans un premier temps, et que les commissions d'affaires européennes des 2 chambres sont maintenant très mobilisées sur le sujet. Dernier point, est-ce que vous approuvez ce nouveau dispositif expérimenté à Roissy depuis quelques jours pour passer plus vite les contrôles de douane? On peut désormais présenter ses empreintes digitales, après les avoir entrées justement dans un fichier. C'est évidemment un sujet sur lequel nous avons travaillé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un volontarisme. Oui. C'est-à-dire que les personnes doivent elles-mêmes le souhaiter pour pouvoir passer plus rapidement. Mais néanmoins, vous avez toujours été réticent à la CNIL, sur la biométrie, les empreintes. Il faut comprendre qu'on a une résistance de principe. Pourquoi? Parce que notre crainte, c'est l'addition, l'accumulation de tous les systèmes. Donc je dirais, je ne mets pas en cause spécialement ce système-là. Je dis simplement qu'il faut qu'on se rende compte qu'on entre dans une société où effectivement nous serons suivis partout où nous nous trouvons. Donc c'est un élément d'une référence globale. C'est ça qui me pose problème. D'accord, on sera suivi partout et parfois on le fait assez complaisamment nous-mêmes en donnant des tas de renseignements sur Internet par exemple. Bien souvent, vous nous mettez en garde? On en donne bien souvent bien plus qu'il est nécessaire. Merci Alex Türk. La séquence décodage du 18h maintenant, les banques en accusation. Nos prochains invités, Éric Laurent, auteur de La face cachée des banques, Marie-Jeanne Husset, directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs, mais d'abord François Drouin, le président d'Oseo, la banque publique chargée du financement des PME. Les faillites d'entreprises ont enregistré un pic le mois dernier. L'effort en matière de crédit ne fait pas tout. Julie Trassard. 57 000 entreprises créées le mois dernier, ce chiffre record annonce-t-il la reprise tant attendue. Il porte à 425 000 le nombre d'entreprises créées depuis le début de l'année, 65% de plus qu'en 2008 au même moment, alors que le contexte économique s'est largement dégradé. Mais cette croissance est surtout due à l'explosion du nombre d'auto-entrepreneurs qui représente la moitié de ces créations. Ce régime, entré en vigueur en janvier, facilite la naissance d'entreprises individuelles, mais peu, parmi elles, développent une véritable activité. Dans le même temps, les défaillances ne cessent d'augmenter et touchent l'ensemble des PME. Près de 70 000 entreprises devraient ainsi jeter l'éponge cette année, soit 20% de plus qu'en 2008. Les entreprises ont toujours du mal à trouver des crédits auprès des banques. 18 000 d'entre elles ont ainsi fait appel au médiateur du crédit depuis janvier.
Voilà, et les entreprises peuvent aussi se tourner vers Oseo, la banque publique des PME. François Drouin, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le président. On entend votre publicité en ce moment sur toutes les ondes. Vous dites que vous donnez de l'oxygène aux entreprises et maintenant vous allez plus loin. Vous leur donnez des sucres lents, Kesako. Eh bien, le président de la République a annoncé il y a une dizaine de jours que les banques et Oseo allaient pouvoir renforcer les fonds propres des entreprises. Parce que vous savez que les PME, les entreprises intermédiaires, ont besoin de fonds propres pour se développer, pour investir. Et, il faut... Les fonds propres, c'est ça, ce sont les sucres lents. Ce sont les sucres lents, comme dans un organisme. C'est ce qui permet de se muscler, de tenir la distance, de se développer, d'aller à l'international, d'agir sur les moteurs de la croissance. Et donc vous avez pour cela 1 milliard d'euros qui seront distribués sous forme de prêts à long terme, sans garantie. Est-ce que vous êtes inquiet quand même de cette recrudescence des défaillances d'entreprises en septembre? Bon, il y a bien sûr une crise, chacun le sait, oui. Mais la recrudescence des faillites, il faut voir ce qu'il y a derrière ces chiffres, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup... Qu'est-ce que vous y voyez, vous? Il y a bien sûr des défaillances d'entreprises, mais il y a aussi des créations récentes. Il y a eu beaucoup de petites créations qui ont eu lieu. Il y a eu certains entrepreneurs ont déjà arrêté, etc. Donc il faut faire attention quand on interprète les chiffres. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une mobilisation forte des acteurs, et notamment des banques, pour soutenir le tissu industriel et les PME. Vous parlez des banques? Les banques, oui. Les banques privées? Les banques commerciales qui vous ne parlez pas que de vous. Non, je ne parle pas que... Nous ne faisons rien tout seuls. D'accord. Nous travaillons toujours en partenariat avec les banques, nous le faisons depuis toujours, et nous les entraînons là où ils n'ont pas forcément envie d'aller, avec l'aide du médiateur du crédit que vous évoquiez tout à l'heure. Oui. Donc il y a une dynamique. Nous travaillons ensemble et nous agissons tous les jours sur le terrain. Il y a, sachez-le, 700 000 prêts par an qui sont accordés aux PME. Alors dire que ça s'arrête, ça n'est pas vrai. Il y a une dynamique. C'est difficile, il faut faire du crédit responsable, il ne s'agit pas de prêter à des gens on va enfoncer encore plus dans les difficultés. C'est-à-dire que vous nous dites qu'il faut savoir dire non parfois. Et il faut bien entendu savoir dire non parfois quand quelqu'un on ne l'aide pas. Mais c'est ce dont se plaignent les entrepreneurs justement, c'est qu'on leur dit trop souvent non. Et on leur dit beaucoup oui, et Oseo... vous l'évoquiez tout à l'heure, dans cet oxygène que nous avons pu donner grâce à un plan de relance extrêmement puissant, extrêmement robuste, qui a été mis en place très rapidement par l'État. Je rappelle qu'il porte sur 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros qui sont injectés pour soutenir la trésorerie des entreprises et maintenant les sucres lents. Alors je vous ai entendu assez réticent finalement, en tout cas réservé sur le phénomène des auto-entrepreneurs. Pourtant le gouvernement présente ça comme un grand succès. Vous dites qu'il y en a beaucoup qui se lancent mais qui se cassent la figure très vite. Non, je ne suis pas du tout réticent. C'est certainement une très bonne initiative, mais ils viennent grossir le nombre des entreprises qui se créent, mais ils viennent aussi grossir le nombre des entreprises qui défaillent. Et on sait souvent que c'est dans la jeunesse que les entreprises ont plus de difficultés. Donc attention à l'interprétation des chiffres. Je me souviens de Cassandre qui disait qu'on aurait un mois d'août 2009 qui serait abominable. Eh bien, le mois d'août 2009 n'a pas été abominable. Il n'a pas été facile, mais il n'a pas été non plus très difficile. Un mot, François Drouin, sur la réforme de la taxe professionnelle qui va conduire les PME à acquitter une nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée. Vous avez vu qu'il y a eu un amendement UMP à l'Assemblée nationale et donc les entreprises verseront une cotisation sans doute trop élevée, c'est ce qu'elles disent, à partir de 152 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que ça vous inquiète ? C'est un sujet que je ne connais pas très honnêtement et je n'ai pas d'opinion sur la fiscalité toujours trop lourde sur les PME. Le MEDEF a encore protesté aujourd'hui. Oui, la fiscalité est toujours un sujet important, mais je n'ai pas d'opinion là-dessus. Bien, on a compris que vous agissez avec le secteur privé, donc mais le mieux c'est de d'abord frapper à votre porte plutôt que d'aller dans une banque commerciale. Non. Il faut aller voir sa banque, lui demander des soutiens. Si elle vous les donne, c'est parfait, c'est fait pour ça. S'il y a des difficultés, et on peut en parler au médiateur du crédit, on peut en parler aux Oseo, on peut dire à sa banque d'aller voir Oseo ou de travailler avec elle, et ensemble on trouve des solutions. François Drouin, merci. Nos deux autres invités sont là. On va continuer à parler du secteur bancaire privé. Joue-t-elle vraiment le jeu? Nous sommes avec Éric Laurent qui vient de publier une enquête, La face cachée des banques, une enquête sur les scandales dans les milieux financiers américains. Vous racontez votre enquête à Wall Street, vous racontez même qu'un jour vous avez eu la chance de croiser M. Madoff,
avant sa déchéance. Avec nous également Marie-Jeanne Husset, la directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs, qui a trouvé un nouvel angle d'attaque contre les banques. On va y revenir. D'abord, Éric Laurent, un point qui ressort de votre enquête, c'est la collusion du pouvoir américain et du système financier. On le savait, mais là, vous attaquez bille en tête Barack Obama. Non, j'attaque pas Barack Obama. Je veux dire, il y a plus qu'un faisceau, il y a une réalité. Ce qui est frappant, c'est de découvrir qu'en fait, et moi c'était vraiment une des chocs de cette enquête, c'est de découvrir qu'il y a une véritable collusion entre le pouvoir financier américain et le Parti démocrate. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le monde des affaires financiers n'est pas représenté par le Parti républicain mais par le Parti démocrate. Et il y a une explication à ça, c'est qu'effectivement les grands centres, effectivement, donc démocrates, les grands bastions démocrates, c'est-à-dire New York, Chicago, évidemment aussi San Francisco, bien sûr ou Boston, sont traditionnellement des fiefs démocrates. Là, ça vraiment, voilà, oui. Les fiefs financiers. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui est extrêmement intéressant, c'est que l'homme qui a permis à Wall Street, effectivement, de retrouver un élan extraordinaire et qui a, au fond, préfiguré la crise, c'est-à-dire qui a éliminé tout contrôle, tout barrage, ça n'est pas Ronald Reagan ou ce n'est pas Bush père, c'est Bill Clinton. C'est pour ça qu'on parle de la présence des Clintoniens, une présence remarquée notamment par notre confrère Jean-Michel Quatrepoint dans un ouvrage récent. Exactement. Et on voit très bien à quel point, au fond, de la part de Bill Clinton, c'était un opportuniste, parce que c'est vrai qu'il a été élu sur un programme anti-Wall Street, populiste, et très vite il s'est retourné effectivement vers les milieux d'affaires, assez séduit d'ailleurs par eux, mais dans le cas de Barack Obama c'est très différent. Il a grandi à Chicago, il a incubé, dirais-je, dans un univers qui est un univers financier important aux États-Unis, il a été porté à bout de bras, je veux dire ses campagnes ont été financées par de grands financiers américains, de grands banquiers et de grands responsables de fonds spéculatifs, c'est-à-dire tous ceux contre lesquels il s'est insurgé verbalement sans prendre effectivement au moins de décisions pratiques. Alors vous parlez moins des banques françaises dans votre établissement, dans votre ouvrage. Vous parlez des établissements notamment qui ont des antennes dans les paradis fiscaux, la BNP, enfin tous les établissements français. Aux États-Unis, bien sûr, les banques sont responsables de la débâcle, et en France, est-ce qu'elles ont une part est-ce qu'elles sont complices de la débâcle? Écoutez, tout autant, je veux dire, les seuls bénéficiaires de la crise, les banques, sont celles qui l'ont provoquée. On assiste, mais bien sûr, il faut le dire clairement, donc on a assisté à une faillite financière, je veux dire, mais aussi morale. Ce que j'ai découvert, c'est le comportement, mais absolument hallucinant, des dirigeants de grandes banques américaines, mais on l'a vu aussi, je veux dire, avec les banques européennes, je veux dire, une espèce de mépris complet des conséquences de leurs actes, une espèce d'indifférence au monde extérieur et aux conséquences économiques ou sociales. Vous allez plus loin puisque vous énumérez avidité, incompétence, arrogance, impunité. Et surtout, voilà, impunité. Un sentiment total d'impunité qu'on retrouve d'ailleurs tout autant, effectivement, chez les banquiers européens. Mais vous disiez que je ne parlais pas des banquiers européens. Si, il y a dans un des premiers chapitres, je veux dire, j'évoque un scandale soigneusement caché par justement par la France et les États-Unis, et qui est celui des actifs toxiques qui ont été acheminés par la filiale française de la banque AIG, de l'assureur AIG, l'assureur américain en bord de la faillite, et qui sont de 230 milliards de dollars, et 230 milliards de dollars logés dans les banques européennes, et notamment françaises, et donc et qui ont failli effectivement exploser à la figure, et c'est vraiment secret, que l'on cache soigneusement aussi bien à Paris qu'à Washington. Alors vous estimez qu'il n'y a rien à sauver dans le système financier tel qu'il est aujourd'hui, néanmoins les États se sont mobilisés, Éric Laurent, pour sauver les banques. Ils ont bien fait, parce que sinon on nous disait que ce serait la dévastation générale. Ah mais attendez, les banques ont été sauvées, elles ont été sauvées avec l'argent des contribuables et de belle manière. Je veux dire, regardez par exemple la différence de traitement, vous parliez de Barack Obama, il y a eu en effet donc pour le secteur automobile, c'est-à-dire les trois grandes automobiles à Détroit, au total à peine 50 milliards de dollars qui ont été injectés. Mais Obama a posé des conditions, il a exigé le départ du président de General Motors, des plans drastiques de restructuration, tout ça pour 50 milliards de dollars. 700 milliards de dollars, plus ce que je raconte, 2000 milliards de dollars qui ont été injectés, 2000 milliards de dollars ont été injectés par la Fed sans que l'on sache effectivement les établissements qui ont été bénéficiaires. C'est quand même extraordinaire comme situation. Eh bien, ces 2000 milliards de dollars plus ces 700 milliards n'ont été suivis d'aucune exigence effectivement de la part du pouvoir politique. Alors, Éric Laurent, nous avons ici Marie-Jeanne Husset qui vous écoute avec beaucoup d'intérêt, la directrice de 60 millions de consommateurs. Les consommateurs qui cherchent à rééchelonner leur crédit pèsent de peu de poids face à ces centaines de milliards de dollars. Ils abreuvent de beaucoup les comptes des banques qui se sucrent largement sur leur dos. Voilà.
Alors vous avez trouvé un nouvel angle d'attaque contre les banques dans votre dernier numéro, une nouvelle enquête, Marie-Jeanne Lucet, de 60 millions de consommateurs. Oui, nous nous sommes focalisés sur les découverts bancaires, ces espèces de crédits malgré tout, parce que ces découverts bancaires, c'est un crédit que les banques accordent à leurs clients. C'est pas une faveur, c'est un service. Ah, ça fait partie du contrat. Ça fait partie du contrat, du package, comme on dit, du forfait, parce que quand on n'a pas de forfait, on a peu de chances d'obtenir un découvert bancaire comme ça. Et puis c'est un service que les banques facturent très lourdement, puisque c'est un crédit à un taux d'intérêt très élevé. On s'approche de l'usure. Pas loin, c'est-à-dire c'est au minimum 14% et ça va très près de 20%. Nous avons comparé les offres de découvert bancaire de 13 établissements, les plus gros établissements français. Eh bien, le scandale que nous dénonçons, c'est en cas de dépassement de ce découvert autorisé, parce qu'il y a un découvert qui est autorisé, un peu à la tête du client. Et donc, faut négocier, vous le dites. Oui, faut négocier. Voilà, ça dépend de son compte, de sa fidélité, etc. Mais en cas de dépassement du découvert, la plupart du temps, les banques honorent les paiements qui vont se présenter, mais elles facturent en plus des agios qui sont dans ce cas-là plus élevés que les agios du découvert normal, si je puis dire. Alors on arrive mais à combien, facture là en plus. Alors là, ça dépend. Quand c'est 14, eh bien ça va être 15% en cas de dépassement du découvert autorisé. Mais ce qui est scandaleux et illégal, c'est ce que nous disons aussi, c'est elles prélèvent ce qu'elles appellent des commissions d'intervention qui s'échelonnent de 6 € à 10 € selon les établissements pour chaque opération. C'est-à-dire, quand vous avez dépassé votre découvert... De 1 € par exemple. Par exemple de 1 €, chaque fois que vous allez faire un prélèvement au distributeur ou que vous émettez un chèque qui est honoré, eh bien la banque facture en moyenne 8 €. Donc ça peut se monter très vite à des sommes exorbitantes qui peuvent des fois dépasser le montant du découvert. On a beaucoup de témoignages de nos lecteurs qui le prouvent. Et puis ces commissions d'intervention donc qui matraquent doublement, on va dire, des ménages qui sont déjà, la plupart des ménages qui utilisent le découvert, 6,5 millions en France de ménages ont recours au découvert. On parle en ménage. On n'a pas le nombre de comptes au fond. On n'a pas de statistiques qui disent combien de comptes bancaires sont à découvert. Mais en ménage, donc ça fait un quart des ménages français. Mais est-ce que ces beaucoup, découverts, c'est une charge lourde pour les banques elles-mêmes? Mais c'est pas une charge, c'est très lucratif pour les banques, bien évidemment, puisqu'il y a déjà les agios, les intérêts. Oui, d'accord, mais après, il faut qu'il y ait des rentrées d'argent. Mais c'est un crédit qu'elles accordent à des taux très élevés. Donc, déjà, c'est extrêmement juteux, mais comme en plus, elles prélèvent énormément de frais, et en particulier ces commissions d'intervention qui sont illégales, et c'est la Cour de cassation qui l'a dit, c'est même pas seulement nous, c'est la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2008, donc qui devrait faire jurisprudence. Elles sont hors la loi. Elles sont hors la loi. Mais pour que cet effet-là soit renforcé, eh bien, comme nous sommes dans le lieu qui s'y prête, nous interpellons les parlementaires pour qu'ils mettent fin à cette pratique abusive par un amendement, par exemple au projet de loi qui va bientôt revenir en discussion, le projet de loi sur le crédit à la consommation, eh bien, que les parlementaires déposent un amendement, c'est ce que nous leur demandons pour mettre fin à cette pratique abusive. Quand vous lisez sous la plume d'Éric Laurent que les banques sont avides, incompétentes, arrogantes et qu'elles restent toujours hors de toute sanction, vous ressentez ça aussi chez les banques de dépôt françaises? On sent un peu ça. Disons que c'est quand même, il a fallu 20 ans de bataille des associations de consommateurs pour obtenir quelques petits progrès en matière d'information, ce qui était quand même la moindre des choses. Mais on voit bien encore que c'est un secteur qui peut facturer une simple lettre 15 € sans limite des frais. C'est vraiment abusif. Voilà, donc on se réfère à votre dernier numéro. Merci. Dans un instant, Marie-Jeanne Lucet, quelqu'un que vous connaissez bien, l'invité effectivement de Leader avec Gérard Bonos et Serge Papin, le président de Système U. Un de vos amis de la grande distribution. Nous n'avons aucun ennemi et pas d'amis non plus. À 19h, je vous retrouve pour Face à nous avec Manuel Valls.